Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous. Nous sommes le 13 septembre 2017 à Ustaritz, une commune des Pyrénées-Atlantiques d'environ 7000 habitants. Dans la matinée, un homme conduisant un camion qu'il a volé la nuit précédente est à la recherche d'un coin pour s'isoler. Il roule tranquillement, chemin de Sainte-Barbe, quand une maison lui attrape l'œil. Il s'arrête, observe, puis continue son chemin. De son côté, la journée passe et se termine doucement pour Mélodie Massé, une jeune étudiante infirmière de 23 ans, enceinte de 8 mois. À quelques jours d'accoucher de sa petite fille, qui s'appellera Maïna, Mélodie est fatiguée et décide d'aller se reposer chez sa maman, Mireille, partie quelques jours. C'est une grande maison divisée en plusieurs appartements. En fin d'après-midi, son compagnon et père de son futur enfant, Olivier, sort faire une partie de belote à Saint-Jean-de-Luz avant d'aller surfer avec des amis. Mélodie reste tranquillement dans l'appartement. Elle prévoit de réviser un peu, d'appeler une amie et de regarder la télé. Au même moment, l'homme revient sur les lieux qu'il a découverts le matin même et s'arrête dans un bois pour y ramasser des châtaignes qu'il compte revendre au marché. Son attention est à nouveau retenue par cette grande maison aux volets fermés. Il se dit finalement qu'il pourrait bien voler quelques biens et, ni une ni deux, s'élance hors du bois, traverse la route et entreprend de trouver comment entrer par effraction. Au téléphone, Mélodie n'entend pas cet homme qui se faufile dans l'appartement par la fenêtre de la salle de bain. Elle continue sa conversation et il se cache dans la chambre pendant une demi-heure, le temps qu'elle finisse. Il est décidé, il attend patiemment, comme un chasseur attend sa proie. Elle raccroche enfin, il sort doucement de la chambre, sans faire de bruit, il dérobe du linge et une écharpe sur le chemin, et une fois dans le salon, il lui saute dessus. Mélodie se défend comme une lionne. Il lui assène des coups répétés et violents au visage. Il lui fracasse le nez. Il y a du sang partout. Il la force à s'allonger sur le lit, puis lui enfonce une culotte au fond de la gorge, lui ligote les poignets et les chevilles et lui bande les yeux. Puis la viole. Après son affreux méfait, l'homme se balade dans l'appartement, dérobe l'ordinateur portable et le téléphone de Mélodie, se sert un café et un verre de whisky, fume même un joint et s'enfuit dans la nuit quand il entend une voiture remonter l'allée. Mélodie décédera d'un syndrome asphyxique majeur avec obstruction des voies aériennes supérieures à cause du bâillon. Son bébé ne pourra malheureusement pas être sauvé. Vers 21h, Olivier rentre trouver sa compagne, mais ce qu'il va découvrir le hantera à jamais. Originaire de Béziers, Mélodie a étudié la psychologie à la fac de Bordeaux, avant d'intégrer l'IFSI Florence Nightingale Bagatelle à Talence en Gironde en septembre 2015. Elle a une grande sœur, Camille, elle aussi enceinte d'une petite fille au moment des faits, et un petit frère, Maxence. D'après ses amis, c'était une fille adorable, gentille, attentive aux autres, à l'écoute. Elle était très importante pour sa famille. Mélodie adorait chanter et avait d'ailleurs posté quelques covers sur un site dédié. Elle accompagnait souvent son frère au piano. Ce dernier dira « Sa voix nous manque, elle qui chantait si bien ». D'après la meilleure amie de Mélodie, je cite « À partir du moment où elle s'engageait, Mélodie donnait tout. C'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant, fait pour être auprès des gens qui avaient besoin d'elle. À distance, elle continuait à travailler. Il était hors de question pour elle de prendre du retard sur la formation. C'était aussi quelqu'un de très réservé, très pudique et avec un immense respect pour la pudeur des autres. Sur la scène de crime, les enquêteurs trouvent de nombreuses traces ADN. Ils les passent au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, dans l'espoir d'avoir un match. Et c'est chose faite quand ressort le profil d'un homme âgé de 38 ans déjà jugé pour vol et dégradation. Cet homme s'appelle Cédric Bernasconi.
Étant sans domicile fixe, il va être difficile de retrouver sa trace. Il apparaît que l'homme a vécu en Haute-Savoie et en Isère avant d'arriver dans la région de Bayonne il y a 8 ans. Depuis, il vivote dans un état de clochardisation et est considéré comme un SDF. Le samedi 16 septembre, après 3 jours de cavale, il est aperçu au volant du fameux camion volé à Boucau, une commune proche de Bayonne. Le lendemain, 17 septembre, il est interpellé à l'issue d'une course-poursuite avec les gendarmes. Il est placé en détention provisoire. Les preuves ne font aucun doute sur la culpabilité de l'homme. Le mardi 19 septembre 2017, il est mis en examen pour homicide volontaire, viol aggravé et vol. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais un élément va chambouler toutes les certitudes des enquêteurs et mettre à mal son éventuelle condamnation. Cédric Bernasconi a été diagnostiqué schizophrène il y a déjà une 20aine d'années. Cédric Bernasconi est un Français né en Suisse en 1979. D'après sa mère, je cite, « Cédric était un enfant très gai, joyeux, qui souriait tout le temps. Son père est mort quand il avait 11 ans. Son sourire est parti avec lui. Il s'est enfermé sur lui-même et est devenu taciturne. Il a été diagnostiqué schizophrène à l'adolescence. Sa mère a eu du mal à croire le diagnostic. D'après elle, c'est à cette époque qu'il a commencé à fumer des joints. J'ai appelé le SAMU à plusieurs reprises, le cœur brisé, pour le faire interner. » La famille habitait à cette époque en Haute-Savoie. À la suite de ces événements, le jeune Cédric est interné dans un hôpital psychiatrique à Thonon-les-Bains. Sa mère décide alors de déménager à Biarritz, où vit encore une partie de sa famille. Mais Cédric pose problème à l'hôpital à cause de ses nombreuses tentatives de fuite. Sa mère décide alors d'aller le chercher et de l'installer chez elle, après qu'il lui ait promis de continuer à prendre ses médicaments. Elle dit ensuite, je cite, « Puis il a recommencé à parler tout seul et à avoir un comportement qui me faisait peur. » Cédric est alors placé sous curatelle renforcée. C'est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et son patrimoine lorsqu'il est en difficulté et qu'il a besoin d'aide. La personne sous curatelle est conseillée et ou accompagnée pour les actes importants, comportant un engagement comme un emprunt ou une vente d'un bien immobilier, mais reste autonome pour accomplir les actes simples de la vie, comme aller faire ses courses ou se marier. Le curateur, qui avait donc pour seule mission de gérer les revenus et la situation administrative et sociale de Cédric, note une dégradation en 2016. Les voisins de son nouvel appartement, avenue d'Espagne à Anglette, se plaignent de son comportement et sollicitent régulièrement la police municipale. Cédric, lui, dit être persécuté par son voisinage. Il a maigri, il semble fatigué. Son curateur en fait état au corps médical qui suit l'homme pour sa maladie. Le maire d'Anglette, attentif aux plaintes des riverains, se rend compte de la dangerosité de l'homme et prend l'initiative de monter un dossier et de recueillir des témoignages à l'encontre de Cédric. D'après lui, il posait problème en menaçant de mort les passants et les voisins. D'après l'article L3213-2 du Code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer aux représentants de l'État dans le département, qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office. En s'appuyant sur son dossier, le maire demande donc son placement d'office, mais n'a pas été suivi par son psychiatre. Le corps médical a fait front sur ce dossier et ne considérait pas Cédric comme dangereux. Accablé par l'annonce du tragique décès de Mélodie, le maire d'Anglette s'exprime. « J'espère que ce médecin dort tranquillement depuis. On ne vit qu'avec des regrets, mais on aurait pu éviter un drame. » En janvier 2017, après une pétition des voisins, Cédric Bernasconi décide de disparaître aux yeux de son curateur et du personnel soignant. Il rend son appartement et arrête les soins, médicaments et injections. En mars, le curateur fait un signalement pour disparition inquiétante auprès du juge des tutelles et du parquet. Il n'a plus de nouvelles directes du protégé, mais sera seulement avisé de plusieurs interpellations et d'une hospitalisation d'office qui échoue. En juillet, les policiers remettent enfin la main sur lui. Cédric Bernasconi est placé en garde à vue après un nouveau vol. Signalé comme dangereux, les policiers se mettent en relation avec le service psychiatrique de l'hôpital de Bayonne, où le protégé est suivi. Mais d'après les médecins, les faits ne paraissent pas si graves pour un internement.
À l'issue de la garde à vue, il est quand même envoyé en ambulance dans cet hôpital, mais réussit à s'enfuir du véhicule. En août, il est condamné à de la prison avec sursis et à une obligation de soins qu'il ne suivra pas. La suite, on la connaît. Mi-septembre, il s'introduit par effraction chez Mélodie et la tue. Le procès débute le lundi 23 septembre 2019, soit 2 ans plus tard, à la cour d'assises de Pau. Cédric Bernasconi doit répondre de meurtre et viol d'une personne vulnérable et récidive de vol par ruse dans une habitation. Dans le box, le teint blanc, le regard la plupart du temps baissé, il s'adresse à la famille de Mélodie avant de retracer son passé. Tout d'abord, je souhaite demander pardon à la victime et à toute sa famille, de tout mon cœur. Un pardon que personne n'acceptera. L'enquêteur de personnalité dépeint le profil de l'accusé. C'est un homme calme, poli et respectueux, mais aussi froid et égocentré. Il aime le jardinage et les chats. Le regret qu'il exprime, c'est de ne pas avoir réussi à maintenir sa victime en vie. Mais à aucun moment il ne fait état de sa grossesse. C'est un homme dans la moyenne au niveau intellectuel, qui s'exprime avec un vocabulaire fourni, fait preuve d'une mémoire structurée et garde un assez bon contact avec la réalité en parallèle à son délire. Viennent ensuite le temps des témoignages. Le directeur d'un supermarché, où Cédric Bernasconi avait été repéré quelques jours après le drame, évoque un homme énervé, excité, il s'est pris pour Dieu. Il a dit à une cliente « Je vais te manger ». Son ancien curateur lui aussi s'exprime. Nous pensions qu'il pouvait se mettre lui-même en danger, comme cela arrive souvent aux personnes qui souffrent de sa pathologie, mais pas qu'il pourrait faire du mal à autrui. Selon son frère aîné, interrogé par l'enquêteur de personnalité par téléphone depuis la Suisse, son frère Cédric ne voulait plus de l'injection régulière qui le calmait, mais engendrait des problèmes d'érection. Et en effet, en septembre 2017, ce dernier dit ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis 10 ans. Selon l'expert psychologue Alain Penin, il est en situation de frustration. Et la présidente de la cour ajoute « Le seul attachement qu'on lui connaisse, ce sont ses chats dans un désert affectif ». D'ailleurs, le 15 septembre, donc 2 jours après le massacre de Mélodie, le meurtrier en cavale rend visite à son chat, confié à un couple de retraités à Anglette, et reconnaît avoir totalement chassé la victime de son esprit. Selon Alain Penin, je cite, « Le schizophrène de base a des difficultés à mettre en place des liens sociaux. L'attachement aux animaux est un ersatz, ce qui remplace quelque chose, quelqu'un, sans le valoir. Cela montre qu'il n'est pas complètement insensible, mais a des affects qui fonctionnent de façon inadaptée. » Mais qu'est-ce que la schizophrénie plus précisément ? Le terme de schizophrénie revient au psychiatre suisse Eugène Bleuler, qui en 1911 attribue la dénomination définitive de schizophrénie, du grec schizo, séparé, et phrène, esprit. La schizophrénie toucherait environ 0,7 à 1% de la population mondiale, et environ 600 000 personnes en France. Elle concerne aussi bien les femmes que les hommes, ces derniers semblant touchés par des formes plus précoces et invalidantes. C'est une maladie ubiquitaire, c'est-à-dire présente sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures. La schizophrénie est une maladie dont l'origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d'une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu'il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux. Le rôle de la génétique reste néanmoins modéré. Par exemple, chez des jumeaux qui possèdent le même patrimoine génétique, lorsque l'un est atteint de schizophrénie, le risque que le second développe la maladie n'est que d'environ 40%. La schizophrénie se manifeste cliniquement par des épisodes aigus associant délire, hallucinations, troubles du comportement et par la persistance de divers symptômes chroniques pouvant constituer un handicap. Les symptômes peuvent être difficiles à déceler jusqu'à une phase avancée de la maladie. Cependant, l'association de 3 dimensions psychopathologiques fondamentales est souvent retrouvée. La transformation ou la distorsion délirante de la réalité, exprimée par des vécus délirants et hallucinatoires. L'appauvrissement affectif et idéo-affectif qui se manifeste par les symptômes dits négatifs, comme l'aboulie, la diminution pathologique de la volonté, ou l'apathie, l'incapacité d'être ému ou de réagir. La désorganisation du langage, du comportement et de la pensée avec des troubles de l'idéation, c'est la formation et l'enchaînement des idées.
Enfin, il n'existe non pas une forme de schizophrénie, mais plusieurs, avec leurs propres caractéristiques cliniques et biologiques. Le fait que l'accusé, Cédric, soit atteint de cette maladie pose par conséquent la question de son irresponsabilité pénale. Les articles 121-1 et suivants du Code pénal introduisent la notion de discernement. C'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est cette notion qui est au cœur de la problématique concernant Cédric et sa maladie, et s'il est responsable de ses actes ou pas, et qui nous amène à s'interroger sur deux cas de figure. L'abolition du discernement, c'est le fait d'être atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou l'altération du discernement. C'est lorsque la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Dans un procès, l'expert psychiatre se positionne sur l'abolition ou l'altération du discernement de l'accusé. Si l'expert psychiatre estime qu'il y a bien une abolition, il faudra alors qu'une décision judiciaire constate l'irresponsabilité pénale de l'accusé. Des mesures de sûreté sont ensuite prises, en général une hospitalisation d'office. Si, au contraire, l'expert exprime qu'il n'y a qu'une altération du discernement, il n'y a pas réellement d'irresponsabilité pénale, car l'accusé demeure punissable. Toutefois, la peine encourue sera réduite du tiers, donc une personne condamnée à 3 ans n'en fera que 2. Concernant Cédric, la seule expertise psychiatrique a été réalisée conjointement par le psychiatrique et criminologue Roland Coutanceau et l'expert psychologue Alain Penin. Les deux ont conclu à une altération de son discernement. D'après Coutanceau, je cite, « Ce n'est pas quelqu'un qui est complètement normal, mais son discernement n'est pas aboli. Pour cela, il faudrait que des éléments délirants soient l'explication motivationnelle du passage à l'acte. Mais il explique très bien qu'il s'est rendu là pour voler. Il parle ensuite lui-même d'une tentation pour avoir un rapport sexuel. En résumé, il est alors conscient de ses actes et accessible à une sanction pénale, car il peut en comprendre le sens. » Penin ajoute qu'il n'est pas dans un épisode délirant au moment des faits. La présidente de la Cour s'interroge. Il est conscient de ce qu'il fait quand il choisit d'abandonner son traitement ? Oui, mais ce n'est pas si simple, répond Coutanceau. On rencontre souvent des malades chroniques qui ont du mal à accepter d'être dépendants toute leur vie à un médicament, comme un diabétique avec son insuline. Ce n'est pas un choix si lucide. Il souffre d'une forme particulière de schizophrénie, associée à des troubles de la personnalité et une tendance paranoïaque, résume le docteur Coutanceau. C'est un sujet instable, impulsif, méfiant et rigide. Selon l'avocat de la famille de Mélodie, le crime commis ce soir-là est un acte préparé, méthodique et de sang-froid. Pour lui, Cédric a vu le couple rentrer chez eux, puisque son téléphone borne à proximité vers 16h30. Il a sans doute aussi vu Olivier quitter l'appartement et a compris que Mélodie était seule. Et il est vrai qu'il reste une demi-heure dans la chambre voisine à écouter la conversation téléphonique de la jeune femme, avant de se présenter devant elle avec du linge dans une main et une culotte dans l'autre, trouvée sur un étendage. L'avocat précise, je cite, « Avec une blague aussi. Vous lui avez dit « Je suis le propriétaire ». De quoi ? De la maison ? Ou de Mélodie Massé ? Il continue en disant « Moi, je crois que c'est le vol qui est d'opportunité, pas le viol. Et je ne veux pas entendre parler de pulsion, qui veut dire spontané, incontrôlable. Cet homme est patient. C'est un prédateur. Il est en chasse. » Il ressort d'ailleurs de l'enquête que la jeune femme lui a proposé calmement d'emporter tout ce qu'il voulait, mais que Cédric lui aurait répondu qu'il préférait prendre lui-même avant de l'empoigner. Pour l'avocat, Cédric Bernasconi a pris du plaisir dans tout ce qu'il a fait. Je cite, « Il l'a laissé comme ça pendant 3 heures, ligoté, une culotte au fond de la gorge, le nez fracturé. Vous dites ne pas avoir eu l'intention de la tuer, mais vous avez fait tout ce qu'il faut pour qu'elle meure. » Mais la version de Cédric diffère. Lui dit avoir entendu sa jolie voix, qui parle au téléphone avec une amie, qui aurait éveillé en lui le désir d'une relation sexuelle. Une relation à tout prix, avec brutalité, sans faire aucun cas que la jeune femme soit enceinte, ce qu'elle lui aurait précisé d'emblée avant de se débattre. Cédric avoue, « Mon cerveau a fait demi-tour. Je me suis laissé séduire par l'idée de la violer. »
Le procès continue. Fait très rare, les avocats de la partie civile et le procureur ont demandé à ce que l'altération du discernement ne soit pas retenue. Donc, que Cédric Bernasconi soit jugé comme un homme sain d'esprit, sans pathologie. Mais pour l'avocate de l'accusé, qui reprend ses divers séjours en hôpital psychiatrique les mois précédant le crime, on ne peut pas écarter cette altération du discernement. Pour elle, M. Bernasconi ne raisonne pas comme nous. Bien sûr que la schizophrénie était là au moment des faits. L'avocat général requiert la perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans à l'encontre de Cédric Bernasconi. Pour l'avocate de la défense, qui s'adresse au juré, je cite, « Ces réquisitions reviennent à la mort sociale de Cédric Bernasconi. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de l'éliminer de la société. Est-ce votre rôle ? Non. Vous devez le juger selon le droit français qui vous demande de prendre en compte les actes commis, mais aussi la personnalité de l'accusé. » La cour et les jurés décident d'écarter l'altération du discernement de l'accusé, qui reçoit donc une peine sans atténuation. C'est un fait très rare que d'aller à l'encontre d'une expertise psychiatrique. Cédric Bernasconi est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans avec injonction de soins. Il faut savoir que la perpétuité judiciaire n'a pas le sens commun du dictionnaire. L'article 132-23 du Code pénal prévoit que la perpétuité dure au moins 18 ans, sans toutefois prévoir directement de maximum. Selon l'article 122-1 du Code pénal, si les troubles psychiques avaient été retenus, la peine maximale encourue aurait été de 30 ans. Mais malgré tout, l'accusé décide de ne pas faire appel. Pour la famille, c'est le soulagement, parce qu'ils n'auront pas à tout revivre. Et voici comment se termine l'histoire tragique de Mélodie Massé. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.